Iceman, tu dois venir d'arriver. Location nue ou saisonnier, moi, me concernant, location nue. Je ne suis pas du tout team location saisonnier. Après, je sais que dans certaines régions, les prix de l'immobilier sont tellement élevés que certains investisseurs se tournent vers la location saisonnière, et je le comprends. Mais moi, j'aime ma vie de famille, j'aime mon travail, et j'ai pas envie d'avoir un deuxième travail en faisant du saisonnier. Quand on fait du saisonnier sur peut-être un ou deux appartements, ça va peut-être. Mais quand, comme moi, on a multiplié les opérations et qu'on en a beaucoup, bah, c'est impossible de faire du saisonnier si ça ne devient pas son vrai job. Gwen, je vais me renseigner pour cela. Alors, super intéressant votre live. Bah, écoute, avec grand plaisir. Abonne-toi sur le compte pour voir les prochains lives. Là, je m'étais calmé pendant les vacances, mais sinon, j'en fais un à deux par semaine, au moins un en général. Plutôt le soir, parfois le midi. Donc, abonne-toi, mets un petit like. Et si tu aimes les bagnoles, même si tu es une femme, ça ne veut rien dire. Bah, ma femme adore les voitures. J'ai un deuxième compte qui s'appelle Les Bolides de Patoche. Tu peux le suivre avec grand plaisir. Lougani, sans enfant, peut-on léguer ses biens à sa sœur? Oui, tout à fait. Tu peux les donner de ton vivant, tu peux les léguer après ton décès. Par contre, c'est très moche parce que, et tiens, je l'ai sur mon iPad, les frais seront très importants. Je vais te le dire tout de suite, je ne les connais pas de tête. Quand on donne un frère à une sœur, on a un tout petit abattement de 15 000 euros. Le reste est taxé à plus de 35%. Donc je vais te l'illustrer, Lugani. Imagine tu es propriétaire d'un bien, d'une maison de 200 000 euros. Tu n'as pas d'enfant et tu désignes ta sœur comme bénéficiaire de ton testament. Donc tu décèdes, la maison vaut 200 000 euros. Elle va à ta sœur. Ta sœur bénéficie d'un abattement de 15 000 euros, donc il reste 185 000 euros. Ces 185 000 euros, vu que c'est ta sœur et non pas ton enfant ou ta maman, sont taxés à 35%. Et donc il y aura plus de 60 000 euros d'impôts. Donc quand tu veux donner, si je le synthétise à l'extrême et que j'arrondis les chiffres, quand tu veux donner de ton vivant ou après ton décès un bien à 200 000 euros à une sœur ou à un frère, et ben il y a 60 000 euros d'impôts. C'est scandaleux, mais c'est comme ça. J'espère avoir répondu à ta question. Jeune Do qui me dit j'ai oublié de répondre à STP. Bah écoute, j'ai pas vu la question, excuse-moi, je vais essayer de remonter si je vois qu'il n'y en a pas d'autres. Et Lugani qui dit oh c'est vache, ben oui. Et malheureusement, il n'y a pas assez de pédagogie en France là-dessus. Les notaires devraient plus communiquer, l'État éventuellement. Mais la donation, c'est le moment de la succession. Si c'est mal anticipé, et notamment quand il n'y a pas de lien direct, parce que c'est beaucoup moins lourd entre enfants et parents, mais dès qu'on a des liens éloignés, conjoints, qu'on n'est pas paxé ni marié, là c'est catastrophique. Frères et sœurs, c'est catastrophique. Neveux et nièces, c'est catastrophique. Inconnus, c'est catastrophique. Il n'y a que les cas où on est en ligne directe entre parents, descendants, ascendants, où la fiscalité est assez douce, et aussi, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle joyeuse, mais aussi quand on est handicapé, où on a un statut différent pour les donations et les successions. Ancelin qui nous dit si le statut de résidence secondaire est valable en tant que locataire d'un bien. Je l'ignore, je ne comprends pas ta question. Alors je sais que quand on loue un bien, quand on loue, hein, pas quand on est le bailleur, quand on loue un bien qui n'est pas sa résidence principale, on n'est pas soumis à un bail de 3 ans de la loi de 89. C'est un bail code civil, un bail libre. Je ne sais pas si c'était ça ta question. HF qui dit très intéressant ton live, merci, c'est cool de le signaler. Je donne de mon temps gratuitement avec plaisir, donc je le fais uniquement pour ça, c'est cool. Alors Alain, tu remets un message, mais j'ai pas dû voir le message qui va avec. C'est un privé et argent versé. Perdu d'après avocat, c'est honteux, aucun recours. Natsir Ali qui nous dit ah oui, super intéressant. N'hésitez pas, hein, les questions que j'aime bien évoquer, même si c'est pas mon métier, c'est plus celui d'un notaire, mais j'ai quelques connaissances et quand je suis sûr de moi, je les partage sur justement le droit de la famille, la protection du conjoint, l'intérêt du pax, du mariage, les donations selon les différents grades. HF, héritage de grands-parents, ça marche comment? Bah, il faut que tes grands-parents t'aient soit désignés sur le testament, ou soit qu'il n'y ait pas d'héritier avant toi, parce qu'en théorie, il y a les enfants avant les petits-enfants. Les abattements sont pour petits-enfants de 31 000 euros. Je le regarde sur mon iPad hein, parce que je ne connais pas de tête. Et ensuite, la taxation, elle est de. Le pourcentage
elle va de 5 à 45%. Donc je l'illustre, ton grand-père te donne 100 000 euros, il y a 31 000 euros qui échappent à l'impôt, et il reste 70 000 euros qu'on va taxer de 5 à 45% avec différents paliers. Anna qui nous dit comment ne pas payer d'impôts quand on loue un appartement. Bah, il n'y a pas de solution magique. La location meublée avec le régime LMNP permet d'échapper à l'impôt les premières années grâce à l'amortissement virtuel de l'achat du bien immobilier. Ou en location nue, régime que je préfère, le fait de faire des travaux peut permettre un déficit foncier et donc un intérêt fiscal. Ah pardon, Luduti, tu nous parles, Alain parle du dépôt de bilan du constructeur de la maison. Ah ouais, bah écoute, c'est vraiment moche comme situation. Soyez prudents, messieurs, dames. Je ne dis pas du tout que je crois que c'est les enfants d'Alain l'ont pas été, mais soyez très prudents. Demandez, notamment lorsqu'on fait des travaux, l'attestation d'assurance décennale. Ça ne se demande pas 3 ans plus tard quand on revend son bien et que le notaire le demande. Ça ne se demande pas quand on paye la facture de l'artisan. Ça se demande au moment du devis. Vous ne validez pas un devis de 10 000 euros à un artisan qui ne vous a pas fourni son assurance décennale de la bonne année, l'année en cours, et avec les bonnes garanties dedans. Parce que des fois, vous avez un plombier qui va vous dire bah tiens, je fais de la plomberie chez vous et je peux vous faire du placo et du carrelage, ce qui est logique et cohérent. Et il en a sûrement les compétences. Sauf que des fois, en tant que plombier, on n'est pas assuré en décennale pour de l'isolation. Donc il faut obtenir l'attestation décennale, vérifier que c'est la bonne année et vérifier les travaux couverts par l'attestation décennale. C'est vraiment important. Alors, Ancelin, oui, là on va vraiment au bout, mais tu as raison. Et surtout vérifier qu'il paye bien son assurance. C'est moche, je ne veux pas faire peur à tout le monde et donner des informations trop compliquées sur ce live, mais c'est vrai qu'on peut avoir un artisan qui ne paye pas certaines de ses primes d'assurance et qui n'a pas été couverte sur la durée du chantier alors qu'il vous avait fourni une attestation d'assurance décennale. Donc tu as raison, Ancelin, si on rajoute vraiment de la protection sur la protection, tu as raison. Mais le point de base, parce que je constate toujours que les gens ne demandent jamais les attestations décennales, il faut demander les attestations décennales, et je me répète, pas au moment de la facture, mais au moment du devis. Samy, j'ai aucune idée de la durée de la petite crise immobilière qu'on connaît en ce moment. C'est pas une grosse crise, c'est pas une catastrophe pour d'autres industries, mais c'est effectivement une petite crise ponctuelle, et j'en ignore la durée. Ça va forcément être lié à l'intervention de l'État et ou à la baisse des taux de crédit. On a Mokhtar qui me demande de parler d'investissement halal. Alors, c'est pas du tout un sujet que je maîtrise. Je suis athée, j'ai aucune confession, donc je ne peux pas t'aider à ce sujet-là. Et j'ai pas d'avis sur la question. Alors non, Fred, ça c'est une très mauvaise idée. Ça, fiscalement, c'est une très mauvaise idée. En cas de loyer manifestement sous-évalué, c'est comme ça qu'on dit, on peut, notamment parce qu'on loue à un membre de sa famille, on peut être retoqué fiscalement. Parce que le fils va dire, bah, mon cher Fred, vous avez passé des charges, vous avez passé des intérêts d'emprunt, vous avez passé des travaux éventuels, et par contre, vous avez volontairement sous-estimé le loyer dont vous allez être euh, rattrapé. Donc non, c'est pas de bonne idée. Il vaut mieux faire une location gratuite à un membre de sa famille, ne pas déduire les charges, ça c'est légal, mais ne surtout pas déduire les charges en faisant un loyer minoré, parce que ça, il y a un vrai risque fiscal. Gerfuis, oui, c'est une très bonne idée de profiter du différé. C'est clairement une bonne idée. Ça permet notamment, et vu qu'en ce moment, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant oui, vu qu'en ce moment, les banques demandent de l'apport, souvent aux alentours des 10%. Donc bah forcément, bah, sauf si on est riche, si on a la chance d'avoir réussi à mettre un peu d'argent de côté, bah, en achetant un bien immobilier locatif, on se démunit de l'apport. Et le déficit foncier, qu'on négocie sur un an ou deux, bah, permet de reconstituer une trésorerie et donc de reconstituer un apport pour faire une nouvelle opération un an ou deux plus tard. Donc le différé, c'est vraiment une bonne idée. Ancelin, j'ai pas compris ta question sur les deux biens de statuts différents. J'ai un doute, Faidakins. Je dirais que oui, mais je suis pas certain de moi. Donc je vais préférer
Te dire d'aller voir sur Google, c'est moche. Alors regarde pas sur n'importe quel site, hein, regarde sur les sites officiels. Mais je suis pas sûr à 100% de ma réponse. Je dirais que oui, mais j'ai un très léger doute que je peux pas vérifier dans le live, donc je vais pas répondre. Il nous reste une petite demi-heure de live, un gros 20 minutes. Mettez quelques petits likes, abonnez-vous pour la fin de ce live pour l'algorithme, pour que d'autres nous rejoignent. Alors là, ça parle de. Je crois qu'il y a une différence entre taux d'emprunt bancaire et imposition. Effectivement, selon votre. Il y a une TMI à zéro pour les gens qui ont des revenus faibles, enfin, même si chacun passe au curseur où il veut, mais en tout cas selon la catégorie, on peut ne pas être imposable. Ancelin qui me demande ce que je pense de la sous-location professionnelle. Alors, est-ce que c'est le fait d'être propriétaire de bureaux, comme je le suis par exemple, et de les sous-louer? Est-ce que c'est ça ta question? En tout cas, un point important, parce que ça a été mon cas, dès que vous vous lancez dans l'immobilier professionnel et notamment les bureaux, c'est souvent une très mauvaise idée de le faire en nom propre, parce qu'aucun travaux n'est déductible sur des locaux professionnels, hormis des travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, handicapées, etc., ou des travaux de désamiantage. Tous les autres travaux ne sont pas déductibles. C'est pour ça que j'ai créé une SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, en 2020, quand j'ai commencé à acheter des locaux commerciaux. Lougani, alors je ne sais pas si ta question est sérieuse ou si elle l'est pas. Est-ce qu'on peut réclamer une assurance décennale lorsqu'on fait les travaux au black? Bah, évidemment que non. Et d'ailleurs, je ne suis pas quelqu'un qui va conseiller ça. Les travaux au black, autant dans votre RP, bah, vous êtes grand, faites ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas d'assurance quand vous allez revendre. Et pour du locatif, c'est vraiment pas une bonne idée de faire du black parce que l'économie que vous pensez faire sur la main-d'œuvre, vous allez la perdre sur les impôts et sur la garantie que vous devrez à votre acheteur si vous revendez avant 10 ans. Pour moi, c'est pas une bonne idée de faire du black, notamment sur du saisonnier. Et je vous encourage pas à le faire. Antoine Hello Patoche, salut Antoine, comment tu vas? Je vais super bien. Je rentre de vacances il y a 15 jours et j'ai repris 3-4 jours de vacances dans un camping cette semaine. Donc j'aurais repris le boulot aujourd'hui, donc ça va super. Quelle ville est intéressante pour le locatif petit budget? Bah, si tu es dans ma région, je peux t'en citer quelques-unes, mais si tu es je ne sais où en France, la France c'est tellement grand, il y a évidemment plein de villes qui peuvent être intéressantes. Omar, j'ai pas compris ta question. Lui, Yannick, qui nous dit on peut déduire le montant des travaux. Bah, sur des travaux faits au black, le Gani, non, pas du tout. Tu pourras juste, si tu as les factures, déduire certaines factures d'achat de matériaux s'ils sont bien déductibles des revenus fonciers. Parce qu'attention, il y a trois catégories de travaux selon le fisc au titre de la déclaration de revenus fonciers. Les deux premières sont déductibles, la troisième, bah, vous voyez, c'est le bon droit, hein, c'est pas déductible. Antoine, un top 3 peut-être? Bah écoute, bah non, en vrai, j'en sais rien. Euh, Investir dans les grandes villes avec de l'immobilier super cher peut sembler pas intéressant pour tous ceux qui ne jurent que par la renta, mais ça peut être une stratégie patrimoniale à long terme qui est payante. C'est seulement à la fin du bal qu'on paye les musiciens, messieurs, dames. Moi, j'ai plutôt tendance à investir dans des zones rurales avec un potentiel de plus-value beaucoup plus faible, mais avec du cash flow. Donc, bah, selon ta région, pourquoi pas viser les secteurs un peu plus ruraux. Bah tiens Jojo, sans le vouloir, je viens de répondre en partie à tes questions. Ça dépend évidemment si tu acceptes de participer au financement du bien immobilier tous les mois. Dans ces cas-là, un investissement à Paris, qui n'est pas une ville que je connais d'un point de vue immobilier, peut être intéressant parce qu'il y a un potentiel à la revente sur le long terme. Le marché immobilier, bien qu'il baisse un petit peu en ce moment, a prouvé qu'il est très résilient sur le long terme. Mais si tu es cash flow, cash flow, cash flow dès le départ, eh ben, il faut que tu ailles en banlieue, voire même en province. Alors, Michael, c'est obligatoire. Ça peut être un comptable en ligne pour t'aider, mais tu auras besoin d'un comptable pour t'aider. Et oublie pas qu'en faisant du LMNP au réel, tu dois, dans les 15 jours qui suivent le début de ton activité, donc dès l'achat du bien immobilier, pour le dire autrement, tu dois faire des formalités, obtenir un numéro de SIRET et remplir un formulaire P0. Ça ressemble à ça. Je l'ai montré en début de live déjà. Je te remonte. C'est une obligation méconnue des loueurs meublés non professionnels.
Lugani, il n'y a aucune franchise de montant. C'est pas le montant qui importe, c'est la nature des travaux. Tu peux très bien faire pour 10 000 euros de travaux qui sont non déductibles des revenus fonciers parce que c'est des travaux de construction ou d'agrandissement. Et tu peux faire pour 150 000 euros de travaux comme j'ai fait sur un de mes immeubles en 2018 qui sont 100% déductibles parce que ce sont des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration. Tout ça peut paraître un peu complexe, mais j'explique tout ça dans mon e-book téléchargeable sur Internet, gratuitement. 18 pages qui parlent de la déclaration de revenus fonciers et notamment des travaux. Ah, Fred, tu me poses une question qui est rigolote. Oui, c'est possible. Est-ce que c'est légal? Alors, il n'y a pas de problème de légalité au sens général. Est-ce que ça peut poser problème dans ta relation avec la banque et dans ton contrat? Oui. Donc, je ne pense pas que ce soit illégal, c'est sûrement non contractuel. Mais si tu n'as pas de garantie hypothécaire, dans les faits, tu peux donner à ton banquier un autre RIB, un autre établissement bancaire, et il va t'envoyer 100% du prix de vente, et tu ne rembourseras pas le premier crédit que tu as fait dans la première banque. C'est possible. Arthur qui me demande c'est quoi mon travail. Bah, écoute, je suis un professionnel de l'immobilier depuis toujours, depuis que j'ai mes 18 ans. Et depuis janvier 2019, j'ai créé des agences immobilières, une par an. J'en ai 5 à aujourd'hui, avec ma femme qui est mon associée. Le tout en Normandie, la future place to be pour l'investissement avec la Bretagne, avec les canicules qu'on a dans le sud de la France. Je dis un truc rigolo, hein, mais c'est pas dans le sud qu'il faut investir sur le long terme, c'est en Normandie et en Bretagne. Est-ce que je suis notaire? Pas du tout. C'est un métier que j'aurais adoré faire si j'avais été moins feignant à l'école, moins pressé de gagner de l'argent, parce que mes parents ne me permettaient pas de faire des grandes études comme ça et ainsi de suite. Il a fallu que je bosse si je voulais du pognon, mais j'adore le rôle du notaire parce qu'il touche à l'immobilier, à la famille, à l'entreprise. C'est un métier de conseil et que j'adore. J'ai un grand respect pour les notaires. J'ai un grand respect pour cette profession-là, même si j'en rencontre parfois aussi qui sont aussi pas bons. Pas si bons que ça sur l'aspect juridique, c'est quand même incombe vu leur métier, et surtout pas forcément bons sur l'aspect humain. Mais c'est une profession pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Alors, Lugani, où est-ce qu'on peut trouver mon e-book? Tu vas sur le site visitenco.fr, c'est le site de mes agences immobilières. Tu arrives sur une page d'accueil, tu as une rubrique conseils, et là tu vas voir plein de choses comme l'onglet télécharger mon e-book. Donc sur visitenco.fr. C'est gratuit, il n'y a même pas de hameçonnage de coordonnées, vous n'avez rien à remplir, juste cliquer sur télécharger et ça arrive sur votre ordinateur. On ne vous demande même pas votre boîte mail ni rien, c'est 100% gratuit sans aucune contrepartie. Je le dis parce que c'est tellement rare. Arthur, c'est quoi ton intérêt sur TikTok? Tu veux aider les jeunes? Oui, c'est exactement ça. J'ai aucun intérêt financier si c'est ça ta question. Alors attends, c'est faux, hein. Vu que j'ai passé les 10 000 abonnés il y a un mois et demi, j'ai gagné virtuellement 51 euros depuis que j'ai commencé TikTok en un mois et demi. Donc bon bah, donc tu te doutes que c'est pas pour ça que je fais ça, et notamment les lives ne font rien gagner. Et je me répète, 51 euros que j'ai gagné en un mois et demi sur TikTok. Mais j'adore parler d'immobilier. Je suis des fois pas forcément à l'aise à en parler à mes meilleurs amis, ma famille proche, parce que je sais pas, pas par peur de jalousie, j'en sais rien, je sais pas quel est le bon terme, mais j'en parle plus facilement sur TikTok à des inconnus qu'à mes amis ou bref. Donc oui, c'est aider les gens. Alors, Abba qui dit pas sympa de pas répondre à mes questions. Bah écoute, Abba, sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas vu, ça défile trop vite pour moi. Encore une fois, pour illustrer mon propos juste avant, les lives TikTok c'est purement du volontariat, donc quand on paye rien, on ne peut pas exiger. Mais écoute, si tu reposes ta question, promis, j'essaie de la lire. Antoine, quelle petite ville rurale normande à conseiller? Bah écoute, moi je suis moi-même propriétaire en Normandie à Thury-Harcourt, ville de 2000 habitants. J'ai un immeuble complet de 5 lots plus deux autres lots ailleurs. Et mes parents ont un immeuble de 4 lots, donc petite ville. J'ai à Falaise un immeuble de 4 lots, ville de 8000 habitants. J'ai à Argentan, ville de 13 000 habitants, deux immeubles. Donc tout ça, ce sont des petites communes. Donc pour t'en citer quelques-unes, Falaise, Argentan, Thury-Harcourt, mais il y en a plein d'autres. Ah, t'as pas compris le nom de mon site, c'est Visite Co. Je sais pas si on le voit là. Je rapproche, c'est pas pour montrer mes pecs, parce qu'en plus je fais plus beaucoup de sport, donc j'en ai pas. Visite Co.
On a Babi qui m'a posé plusieurs fois la question. Bonjour, moi, mon père m'a fait une dette sur une société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'étais porté caution solidaire de cette société. Si j'achète en SCI, est-ce que je peux être saisi? En théorie, attention, j'ai pas dit de façon affirmative, en théorie, le fait d'acheter, de créer une SCI sépare ton patrimoine personnel de ton patrimoine professionnel, si c'est notamment une SCI à l'IS. Donc j'aurais tendance à dire que non. Sophie qui me demande si j'investis en SCI, j'investis de toutes les façons. J'investis en nom propre tout seul, même si maintenant j'ai arrêté, mais je l'ai longtemps fait. J'ai une vingtaine de biens comme ça. J'investis avec ma compagne, ma femme, même si on n'est pas marié, en nom propre. J'investis dans une SCI à l'IR avec mon meilleur ami. On a 4 lots. Et j'investis dans une SCI à l'IS, où ma femme et mon associé. J'ai 5 lots, 5 lots, des lots commerciaux à chaque fois. Enfin non, 4 lots commerciaux et un appartement. Donc de toutes les façons, non propre tout seul, non propre à plusieurs, SCI à l'IR, SCI à l'IS. C'est quoi la meilleure SCI? Je vais me mettre avec ma mère, il n'y a aucune meilleure SCI, hein. La SCI à l'IR n'a aucun intérêt fiscal, transparence fiscale, donc tu peux quand même avoir l'intérêt du déficit foncier, tu peux déduire tes revenus, tes intérêts d'emprunt, tu peux déduire tes travaux s'ils rentrent dans les bonnes cases, tu peux déduire tout un tas de choses, mais il n'y a pas de notion d'amortissement. À l'inverse, la SCI à l'IS, ça peut paraître magique parce que tu as l'amortissement du bien immobilier, mais attention, c'est une prison à cash flow. Si tu veux sortir le moindre euro d'une SCI à l'IS, il y aura un coût. C'est une belle quenelle lors de la revente parce que tu es soumis non plus à la plus-value, à l'imposition des plus-values des particuliers, mais à l'imposition des bénéfices, avec l'IS, l'impôt sur les sociétés à la fin du bilan, etc. Donc, euh, donc voilà. Tiens, autre exemple de l'IS, ne pas oublier que quand on fait une SCI à l'IS, assez souvent, selon les associés, on est sur une SCI non familiale. Qui dit SCI non familiale dit interdiction de prendre des garants personnes physiques. Et qui dit SCI non familiale dit baux de 6 ans au lieu de 3 ans. Donc encore une fois, la SCI, c'est pas magique, il y a plein d'inconvénients. J'ai fait une vidéo sur YouTube à ce sujet-là, messieurs, dames. Ah, Lugani t'a trouvé sur ton site, parfait, donc visitenco.fr. Tu vas sur l'onglet Conseil, c'est l'onglet numéro 4 ou 5. Onglet Conseil, tu descends un petit peu plus bas et tu vas avoir une photo pour télécharger le e-book. 18 pages qui parle de la déclaration de revenus fonciers. Il y a même des exemples chiffrés, vous voyez, ça c'est un de mes immeubles que j'avais acheté avec travaux et ce que j'en ai fait après, l'intérêt du déficit foncier, etc. User qui nous dit c'est pas bien le statut LMNP, on peut pas dire que c'est pas bien. Ça a un très bon côté avec l'amortissement du bien immobilier qui n'est pas possible en location nue. Par contre, bah, ça génère des impôts qui n'existent pas en location nue, la CFE. Ça oblige à avoir un comptable, un centre de gestion agréé, un CGA, etc. Donc on peut pas dire que c'est pas bien, mais on peut pas non plus dire que c'est magique. Parce que des fois on entend ça sur le net. La SCI c'est magique, la location meublée avec le régime LMNP c'est magique. Bah non, c'est faux. L'un comme l'autre. User, est-ce qu'on peut lever une hypothèque? Oui, tout à fait. La façon la plus simple de lever une hypothèque, c'est tout simplement de rembourser le prêt. Donc c'est tout à fait possible. Mais ça a un coût, hein, quand on lève une hypothèque par anticipation, parce qu'en plus les hypothèques sont prises pour une durée de 1 à 2 ans supérieure à la durée du prêt, donc c'est très long les hypothèques, et ben ça coûte plusieurs centaines d'euros pour le propriétaire, le vendeur. Mais oui, on peut la lever l'hypothèque, tout à fait. Encore une fois, la façon la plus simple de lever l'hypothèque, c'est de rembourser le prêt. Est-ce que j'investis en Eure-et-Loire? Non, c'est pas le cas. Que dans ma Normandie. Majoritairement dans le Calvados, et j'ai des biens à Argentan, donc c'est le début de l'Orne, mais j'investis que dans le 14 et donc un petit peu dans le 61. Ah, ta question c'est est-ce qu'on peut lever une hypothèque sans rembourser le prêt? Pas à ma connaissance. Je ne suis pas affirmatif. Peut-être qu'il y aurait des banquiers, des avocats, des notaires qui auraient une information juridique pertinente contraire. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas. Mais je ne vois pas pourquoi on pourrait lever une hypothèque sans rembourser le prêt. L'hypothèque, c'est une garantie réelle, c'est une sûreté prise sur le bien. Donc pas de bras, pas de chocolat. Ça, c'est l'exemple type du remboursement du prêt. Merci pour les petits likes que je vois passer sur le côté. D'une part, ça me fait plaisir. D'autre part, ça permet qu'on soit plus nombreux sur le live. Et plus on est nombreux, plus il y a de questions. Donc plus le live, il est riche pour tout le monde. Donc tapotez comme ça sur le... Ah cool, j'en vois quelques-uns passer.